On va en parler de ce sujet avec Diane Bérard et Nicolas Duvernois. Notre CA ce soir, bonsoir. Bonsoir, Gérald. Bonsoir. François Legault, donc, et Geneviève Guilbeault qui ont annoncé ces mesures-là contre les individus qui contreviennent aux mesures d'urgence. Alors, 1 546 plus les frais pour les rassemblements privés à la maison. Si on n'obtempère pas, qu'on ne sort pas justement de la maison, rassemblement dans les lieux publics, faire des manifestations sans masque. Vous en pensez quoi? Diane Bérard, d'abord. Bien, c'est clair qu'on est arrivé au moment où il fallait sévir. C'est clair on allait arriver à cette étape-là. Moi, j'ai écouté religieusement à 17 h le discours de M. Legault, du premier ministre. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais je reste sur ma faim quant aux données qui nous permettent d'expliquer pourquoi on ferme certains secteurs plutôt que d'autres. On est rendu à un moment où, après plusieurs mois de pandémie, on a besoin de chiffres, on a besoin de faits, on a besoin de données. Je sais que notre premier ministre a répété plusieurs fois que c'était pas arbitraire, mais j'aimerais comprendre pourquoi on ferme un théâtre où on reste 1 heure pour une représentation quand une session de magasinage doit durer au moins 1 heure. Absolument. Donc, Nicolas? Oui, ça devient extrêmement complexe pour le gouvernement et je crois qu'il faut jouer la carte de la transparence à 100 Je suis d'accord avec Diane. Il va falloir vraiment que le gouvernement ouvre son jeu et nous explique les décisions qu'ils prennent, autant les statistiques qu'ils obtiennent de ce qui se passe en ce moment, mais autant aussi les études de cas ou les comparatifs dans d'autres régions du monde, dans d'autres pays. Je crois que c'est vraiment un travail collectif qu'il faut faire, mais c'est un casse-tête kafkaïen. Peu importe la décision qu'ils prennent, il y a une partie de la population qui vont être contre cette décision. Donc, j'aimerais vraiment pas être à leur place en ce moment. Mais vous avez bien raison, mais je l'ai déjà dit, puis je vais le redire, là. Andrew Cuomo, le gouverneur de l'État de New York, fait des présentations tous les jours avec des graphiques, avec des données, avec des données très, très précises. Je comprends pas qu'au Québec, on n'arrive pas à faire ça avec des données aussi précises. Je veux vous demander, est-ce que ça vous apparaît plus utile faire ce qui a été annoncé aujourd'hui en fin de journée, c'est-à-dire faire intervenir les policiers pour combattre la transmission du virus, que de serrer la vis à des secteurs de l'économie puis de fermer des secteurs de l'économie, Diane? Moi, je commence à m'inquiéter qu'il y ait de l'instabilité sociale qui s'installe. Je m'inquiète pour le moral des gens. Donc, je pense que c'est important d'intervenir, que les policiers interviennent parce qu'il y a des règles qui ont été clairement dites. Mais je continue à penser que ça nous prend du tangible, ça nous prend des informations, de savoir pourquoi on cible certains secteurs plutôt que d'autres. L'idée de donner des exemples, je suis pas vraiment à l'aise avec ça, d'utiliser certains secteurs en exemple parce que c'est plus visible. Donner des exemples à partir des secteurs de l'économie. Non, ce que je veux dire, c'est de se servir de certains exemples, de certains secteurs plus visibles pour donner des exemples en disant, voyez, nous sommes sévères, nous contrôlons le virus. Je parle de la culture, je parle des bars, je parle des restaurants. Donc, j'appuie 100 % le fait qu'il faut stopper cette pandémie, mais je commence à avoir de l'inquiétude après plusieurs mois sur l'absence de données, l'absence de faits pour les décisions. Nicolas, là-dessus? Bien, je crois qu'on est en train de passer d'une guerre sanitaire vers une guerre psychologique. Oui. Et il va falloir, grâce justement on revient au point d'avant, à l'ouverture, à la transparence, aux fameuses chartes qu'on voit de Andrew Cuomo presque tous les jours. Les tableaux, les graphiques. Expliquer à la population, exactement, expliquer à la population pourquoi on prend ces décisions-là. Puis on le voit dans la face, dans le visage de nos leaders. Ils sont pas contents de devoir annoncer, d'être obligés d'annoncer ça, mais ils doivent le faire. La sale job, c'est pas évident à faire. Pierre Fitzgibbon va annoncer demain un plan de soutien pour les restaurateurs, pour les entreprises. Nathalie Roy va le faire pour la culture vendredi. Qu'est-ce qu'il faut, Nicolas d'abord, à tout prix, mettre dans ce programme pour aider les industries touchées à passer au travers? Mais c'est sûr qu'il faut éviter totalement un effondrement, littéralement, de certaines industries. Je parle de la restauration et bar, je parle de la culture, je parle de l'hôtellerie aussi, qu'on parle peut-être un peu moins. La culture du Québec, c'est ce qui fait en sorte qu'on ait cette fameuse société distincte, c'est ce qui fait en sorte qu'on garde notre identité. Ça, c'est super important. Je reprends le point à Diane, pourquoi on ne peut pas aller voir un film ou une pièce de théâtre d'une œuvre québécoise, mais on peut aller magasiner dans une chaîne, dans une multinationale américaines qui font leurs vêtements au Pakistan. Tu sais, c'est vraiment... il y a des questions aussi comme ça, un peu plus profondes à se poser comme question. Diane. Mais c'est sûr que la restauration et les bars, il faut les aider, il faut les supporter. Diane. C'est des milliers, des dizaines de milliers d'emplois.
Moi, je pense qu'il faut s'attraquer aux frais fixes. Il faut aider ces secteurs-là à contrôler, à payer leurs frais fixes parce que ça fait des locaux vacants, ça fait une chaîne, ça fait un effet domino. Donc, je pense que dans les mesures essentielles, il y a tout ce qui a rapport aux frais fixes. OK. Je vous amène sur le Musée des beaux-arts de Montréal. Nous avions Caroline Codzi, qui est une nouvelle administratrice, il y a quelques instants en entrevue. On peut parler d'une sorte de renouveau, là, parce qu'il y a des nouveaux membres. Il y a M. de la Chenelière qui était président, qui était devenu ex-président et qui finalement n'a pas vu son mandat être renouvelé. C'est un renouveau nécessaire, Diane? Je pense que ça prend un renouveau, non pas juste des membres, mais des pratiques. Caroline a parlé de pratiques vieillissantes. Je pense qu'il y a des questions fondamentales qu'il est temps de se poser. Par exemple, est-il normal qu'on ait des donateurs sur les conseils d'administration des institutions culturelles? Jusqu'à date, on ne l'a pas remis en question. Ça semble une pratique acceptée. Pourquoi faudrait le remettre en question? Bien, parce que ça sent le conflit d'intérêts. Si j'ai fait un don au musée et que je suis sur le CA, je pourrais être tentée d'influencer de quelle façon les collections vont être mises en valeur, les collections dont j'ai fait don. Donc, c'est malaisant. Moi, j'ai toujours eu un malaise avec le fait qu'il y ait des bénéficiaires, des bailleurs de fonds, toutes ces parties prenantes, on voit au chapitre, mais doivent-elles nécessairement être sur le CA et être décisionnelles? Ouais. Je pense que l'histoire du Musée des beaux-arts ouvre la boîte de Pandore. Il serait temps là, de regarder. Michel de la Chenelière est un grand donateur en culture, dans les arts et au musée. Pierre Bourgie est un grand donateur, collectionneur, qui a été sur le CA de 2009 à 2018, qui est actuellement le président et qui a été président du groupe de travail sur la philanthropie culturelle en 2013. Je comprends l'intérêt, là, mais je vous pousse un peu. Nicolas répondait à ça, là. Pourquoi il faudrait dissocier absolument le fait d'être administrateur et d'être grand donateur? Mais premièrement, l'entrevue avec Caroline était absolument exceptionnelle. Connaissant bien Caroline, elle ne va pas lâcher le morceau. Et si elle dit qu'elle est contre quelqu'un, j'aimerais pas être contre elle. Premièrement. Deuxièmement, c'est extrêmement incestueux tout ce qui se passe dans cette histoire. On dirait une télésérie anglaise là où il y a toujours des mystères, des non-dits, toujours les mêmes personnages qui reviennent, beaucoup d'influence, beaucoup d'argent, beaucoup de pouvoir. Je trouve que c'est malsain pour l'institution. Et on passe sous silence qu'on est en train et qu'on a massacré complètement la réputation d'une superstar du monde de l'art sur la planète. Nathalie Bondil, il faut connaître l'art pour savoir à quel point elle a une réputation hors pair. Ensuite, et le climat de travail, Nicolas, moi, je suis obligé de vous ramener au rapport. Le climat de travail dit qu'il y avait un problème significatif. Moi, j'en sais rien, mais le rapport qui a été demandé par le gouvernement dit qu'il y avait un problème significatif. Est-ce que ça compte, ça? Absolument, et c'est plus qu'important. Cependant, on lui a pas donné une chance de creuser dans cette direction-là pour pouvoir arriver avec des solutions. Selon le rapport, même le rapport est plus ou moins concret sur le mauvais climat de travail dont on dénonce. Est-ce que c'était vraiment sa faute ou on a pu comprendre que c'était un autre tête dirigeante du musée? Bref, tout est comme dans l'inconnu, là. Diane, voulez-vous prendre le dernier mot? Moi, je dirais une chose, je dirais qu'un climat de travail, ça se détériore pas en 2 mois ou en 3 mois, puis ça se rebâtit pas en 2 mois ou en 3 mois. Donc, si le climat de travail était vraiment détérioré, ce que je crois, ça fait longtemps que ça a dû se détériorer. Donc, pourquoi ça sort maintenant? Les administrateurs ont fait quoi tout ce temps-là? Depuis quand ils savent? Qu'est-ce qu'ils ont fait et combien de temps ils ont donné? Quelles mesures ont été implantées? Bien. OK. On verra pour la suite parce que Mme Codzi nous dit que ça va probablement encore brasser au CA, de toute évidence. Diane, Nicolas, merci beaucoup. Merci. Bonsoir. Bonsoir.